Salut les baroudeurs, ça fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur le sujet de la gestion de l'eau. On m'a posé la question récemment en commentaire de comment je me débrouillais avec mon filtre à eau, et donc dans cette vidéo on va passer en revue les connaissances de base pour les débutants qui n'ont pas encore franchi le cap de randonner avec un filtre à eau, et donc on va voir tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut avoir à l'esprit pour aborder premièrement nos premières randos itinérantes avec un filtre à eau, et donc se réapprovisionner en eau dans la nature. Alors on va commencer par les avantages du filtre à eau qui ne sont pas forcément toujours évidents pour les débutants qui n'ont jamais utilisé de filtre à eau. L'emploi d'un filtre à eau, ça va permettre de gagner énormément en liberté parce qu'on ne va plus dépendre des cimetières pour se réapprovisionner ou des villes, et donc on va pouvoir planifier son itinéraire autrement que par les cimetières et puis s'arrêter pour bivouaquer également ailleurs. Et donc l'autre versant de ça, c'est que également on va pouvoir randonner plus léger, puisqu'on ne dépend plus des villes et des cimetières et des robinets. On n'a plus systématiquement besoin d'emporter autant d'eau, et on va pouvoir évidemment trouver des points d'eau en cours de route dans la nature qui vont nous permettre d'emporter moins d'eau sur soi et de se réapprovisionner au fil de l'itinéraire et des cours d'eau qu'on est amené à croiser. Donc ça, c'est les deux points. Et puis ensuite, en troisième place, il faut aussi mentionner le confort que ça apporte, puisqu'une fois qu'on est habitué à randonner avec un filtre à eau, à organiser son itinéraire avec toute la liberté que ça nous donne, et puis à bivouaquer en pleine nature, eh bien on va pouvoir prendre de très grosses quantités d'eau, éventuellement bivouaquer pas très loin d'un point d'eau, et puis disposer de grandes quantités d'eau qui vont nous permettre de nous doucher abondamment, de cuisiner avec de grosses quantités d'eau, de faire la vaisselle avec de grosses quantités d'eau, et puis d'avoir encore suffisamment d'eau le lendemain matin pour le thé, le café, et repartir. Et puis tout ça en ne portant finalement que très peu d'eau, ou peut-être simplement sur la dernière demi-heure de la journée entre le dernier point d'eau et le point de bivouac, chose qui est beaucoup plus compliquée lorsqu'on se réapprovisionne à des robinets dans des cimetières, etc. On ne peut pas se permettre d'emmener des quantités d'eau aussi importantes. Alors pour commencer, on va prendre les choses dans l'ordre. Depuis le début, pour les tout débutants, afin de se réapprovisionner en eau dans la nature, il faut pouvoir trouver, localiser ces points d'eau dans la nature, et donc inévitablement, on va avoir besoin d'utiliser des cartes topographiques. Donc ça, c'est quelque chose, on ne peut pas y couper. Il va falloir utiliser des cartes topographiques, alors que ça soit papier, cartigène en papier, ou au travers d'une application, et puis application de rando, et puis cartigène sur une application rando, ou carte libre, par exemple OpenTopoMap, que j'utilise personnellement. Mais impérativement, on va avoir besoin de ces cartes topographiques pour trouver les points d'eau. Alors si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des cartes topographiques, n'ayez pas peur, identifier des points d'eau sur une carte topographique, ça fait partie vraiment des connaissances de base très faciles qu'on pourrait enseigner à un enfant. Les points d'eau, les cours d'eau, etc. sont représentés en bleu, donc ils sont très facilement identifiables, et donc apprendre à trouver les points d'eau sur une carte topographique, voilà, c'est pas des connaissances pointues, c'est très facile à apprendre, donc vous n'allez pas devoir vous plonger dans des cours fastidieux, c'est quelque chose qui s'apprend en 5 minutes, il suffit que quelqu'un vous montre ou que vous regardiez une vidéo sur le sujet. Ceci étant dit, il y a parfois de grandes différences entre la carte et le terrain, et donc un autre outil complémentaire des cartes topographiques qui, dans de nombreux cas, peut nous être utile, ce sont les vues satellites. Donc sur une application, encore une fois, application GPS ou autre, on peut utiliser Google Satellite ou d'autres systèmes d'imagerie satellite de façon à obtenir plus d'informations sur la nature du terrain que les cartes nous en donnent. Donc ça, c'est quelque chose aussi à avoir à l'esprit qui peut nous permettre, par exemple, de nous assurer du débit d'eau d'une rivière ou d'un ruisseau. Quand on peut jeter un coup d'œil sur les cartes satellites, on peut voir la largeur du cours d'eau, et c'est en général un bon indicateur de la présence d'eau ou pas. Quand on est en plein été, dans des températures chaudes ou caniculaires, et savoir si un cours d'eau est suffisamment large pour espérer y trouver un filet d'eau, c'est quand même une information importante à avoir, et qu'on n'a pas forcément sur une carte. Ça va demander beaucoup plus d'expérience de lecture de cartes, des courbes de niveau, etc. pour interpréter les reliefs et déterminer si effectivement un cours d'eau va être fiable à 100% ou pas. Donc les images satellites, c'est un élément aussi très utile pour trouver des points d'eau en randonnée itinérante quand on veut s'approvisionner dans la nature. Et pour ça, je vous renvoie vers une vidéo très longue, un cours même que j'avais fait sur l'utilisation des images satellites en randonnée et pour l'aventure. Donc vous trouverez le lien dans la description. Et dans cette vidéo-là, j'aborde tous les points en détail de façon approfondie sur l'utilisation des images satellites en randonnée. Donc après,
après voilà, en principe la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez sauter directement sur les parties dans lesquelles je parle du réapprovisionnement en eau. Ensuite, vous avez vos cartes topographiques en papier ou dans une appli, vous savez utiliser les vues satellites pour vous assurer qu'il y a bien de l'eau dedans ou éventuellement repérer, acquérir d'autres informations supplémentaires à ce que vous avez sur la carte. Vous arrivez sur place et puis on aborde des points qu'on pourrait classifier un peu dans le mindset, c'est-à-dire qu'il va falloir développer un nouvel état d'esprit dont vous n'aviez pas besoin pour vous ravitailler au robinet dans les cimetières. Cette fois-ci, lorsque vous arrivez sur un point d'eau, même si vous vous êtes assuré qu'il y a bien de l'eau en utilisant une vue satellite, que le cours d'eau, le point d'eau est clairement marqué sur la carte, et bien lorsque vous arrivez sur place, il n'est pas forcément accessible. On est en pleine nature, et puis peut-être que le ruisseau passe sous un roncier, peut-être qu'il est dans des buissons, peut-être qu'il est en contrebas d'un pont, et puis que les côtés sont très raides, ça va être un peu difficile de descendre. Voilà, il y a plein de cas de figures différents, voilà, qui seraient trop longs de lister ici, mais qui peuvent être assez difficiles, rendre l'accès à l'eau difficile, et donc il va parfois falloir voilà, repousser des buissons et se préparer à ça, si vous n'avez pas l'habitude de ça, et ne pas être rebuté par ça, autrement vous allez inévitablement vous rapatrier sur les cimetières de nouveau, et donc si vous voulez vraiment vous réapprovisionner en eau dans la nature, il faut vous préparer mentalement à devoir parfois marcher dans de la ronce, écarter des buissons, vous griffer un peu les avant-bras, et puis très souvent aussi se tenir dans une position assez inconfortable au-dessus d'un cours d'eau ou au bord d'un cours d'eau. Voilà, les abords, c'est pas des abords bétonnés ou quoi que ce soit, c'est pas fait pour s'approvisionner en eau, donc parfois voilà, il y a un caillou bancal, parfois la terre glisse, etc. Parfois on est obligé de faire un peu le grand écart ou de mettre le pied sur une branche un peu instable, et donc très souvent on est dans des situations assez inconfortables, et là c'est vraiment la pratique, et puis évidemment plus on va être athlétique et svelte et affûté, et plus ce genre de situations vont être faciles. Mais voilà, il faut y être préparé psychologiquement, autrement vous allez vous rapatrier sur des robinets dans des cimetières en vous disant que non, finalement le point d'eau n'allait pas, et c'est vraiment la pratique, la persévérance, la ténacité, la détermination qui font que voilà, même s'il y a de l'eau qui passe, si on sait qu'elle est potable, etc., parfois il faut aller chercher un morceau de bois et puis écarter les ronces avec un ou deux morceaux de bois, se frayer un chemin, et puis une fois qu'on a passé ce cap psychologique, il n'y a aucun problème. Énormément de cours d'eau qui de prime abord sont inaccessibles, en fait sont des points de ravitaillement tout à fait envisageables une fois qu'on a expérimenté. Vous avez vos cartes topographiques, vous avez votre vue satellite, vous êtes certain qu'il y a de l'eau, vous êtes arrivé sur place, vous êtes passé au travers d'un roncier, vous avez les avant-bras tout griffés, vous êtes dans une position inconfortable. Maintenant, étape suivante, point numéro 2, il va falloir identifier si l'eau est salubre, si elle est propre à la consommation. Et donc pour ça, apprendre à détecter les signes. Alors c'est pas une science exacte, et puis je crois pas à ma connaissance qu'il y ait un livre qui existe sur le sujet qui recense vraiment tous les points, et puis quand bien même il vous faudrait passer tout le livre en revue à chaque fois que vous arrivez sur un point d'eau, donc c'est pas très réaliste en pratique. Et donc c'est l'un des points un peu clés les plus difficiles à acquérir et les plus importants de cette vidéo sur le réapprovisionnement en eau dans la nature. Et ça va prendre du temps, de l'expérience, de la pratique. Il faut apprendre à détecter un peu les signes qui pourraient indiquer que l'eau n'est pas propre à la consommation. Alors il y en a qui sont quand même, somme toute, très faciles à apprendre. C'est les traces d'animaux aux abords du point d'eau, donc qui indiquent que les animaux se sont roulés dedans. Et puis si les animaux se sont roulés dedans, en général ils ont fait pipi dedans, ils ont fait caca dedans. Il y a la présence de sel, donc les cacas d'animaux aux alentours du point d'eau ou dedans. Tout ce qui est déjection, etc. Les couleurs de l'eau, si l'eau est stagnante ou pas également, le débit de l'eau, tout ça c'est des informations à prendre en compte et à combiner. C'est-à-dire que même si vous avez parfois des traces d'animaux, si vous avez par exemple 3 traces d'animaux sur une flaque d'eau, ça va poser problème parce que vous avez de l'eau stagnante. Si vous avez 3 traces de pattes d'animal sur une rivière avec un bon débit, ça ne va pas poser problème parce que vous savez que même s'il a fait pipi dedans, c'est parti depuis longtemps. Donc il va falloir combiner tous ces indices pour arriver à faire un jugement si l'eau est propre à la consommation ou pas, en tout cas si le risque est acceptable. Et donc ça prend du temps. Et puis il y a énormément de signes plus ou moins subtils qu'il faut apprendre à reconnaître, à détecter et puis à combiner. Par exemple, la présence de plantes. Quand on débute, on est très souvent repoussé par les végétaux dans l'eau.
Si on arrive sur un étang plein de lentilles d'eau et de roseaux, etc., c'est quelque chose qui peut, de prime abord, nous sembler repoussant, alors que les roseaux, les lentilles d'eau, elles ont pour rôle de filtrer l'eau et de purifier l'eau, parfois de certains métaux lourds, etc. Donc autant ça peut indiquer que si ces plantes sont là, c'est qu'il y a certains polluants dans l'eau, mais en même temps, si elles sont là, c'est aussi a priori qu'il y a un certain équilibre dans l'eau et que les polluants sont limités du fait de la filtration de ces métaux, de ces plantes, pardon, alors que s'il n'y avait pas de plantes, on n'a aucun moyen de savoir. Donc en fait, un étang pourrait être sembler propre à la consommation, mais s'il n'y a pas de plantes filtrantes, en réalité, on n'a aucun moyen de savoir s'il est rempli de métaux lourds ou de quoi que ce soit, de polluants chimiques ou autres, alors que parfois la présence de plantes indique effectivement qu'il y a la présence de certains polluants, mais du fait qu'il y a ces plantes, on sait que ces polluants sont filtrés aussi, et que ça, a priori, dépasse pas certains seuils. Donc après voilà, c'est pas une science exacte, et puis chacun en son âme et conscience prend les risques qu'il souhaite prendre, mais en tout cas il y a plein de signes comme ça, indicateurs qu'il faut avoir à l'esprit et apprendre à détecter de façon systématique quand on arrive sur un point d'eau, et puis prendre une décision en conséquence. Alors ensuite, une fois que vous avez déterminé que le point d'eau est OK, il n'y a pas de problème, l'eau a priori est propre à la consommation, un élément encore qui relève du mindset qu'il va falloir mettre en place, c'est l'aspect de l'eau. Vous êtes habitué voilà, à partir avec votre gourde ou votre poche à eau pleine d'eau du robinet de la maison, ou à vous approvisionner dans des cimetières, ou à racheter des bouteilles d'eau dans des épiceries en cours de route. L'eau dans la nature n'est pas systématiquement claire comme de l'eau de roche, et ça n'est pas systématiquement un signe qu'elle n'est pas propre à la consommation. De façon naturelle, de nombreuses eaux sont colorées, chargées en sédiments ou ferrugineuses. Alors en montagne, voilà, très souvent on peut avoir de l'eau colorée par les aiguilles de pin, ou des sources ferrugineuses, donc teintées en rouge, orange, ocre. Et c'est pas systématiquement un signe que ce n'est pas propre à la consommation. Et puis également le goût. Les eaux chargées en sédiments dans les rivières de campagne ont un goût. Et encore une fois, c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer. C'est quelque chose qui, quand on débute, quand on s'approvisionne en eau pour la première fois dans la nature, peut nous repousser. On peut avoir l'impression que l'eau n'est pas bonne à boire, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre, et puis qui fait aussi, en fin de compte, avec le temps, partie du charme de s'approvisionner en eau dans la nature. Chaque région, en fonction de sa terre, des arbres qui sont là, a des eaux avec des goûts différents. Donc ça fait un peu partie du terroir, et je vous promets qu'il y a des grands crus. Alors point suivant et très important, la planification des points d'eau. Maintenant que vous savez comment vous ravitailler, il va falloir organiser vos journées de façon à pouvoir vous ravitailler. Et donc maintenant, voilà, je vais vous expliquer un peu le schéma type qui ressort pour ce qui concerne l'organisation de la journée pour le ravitaillement des points d'eau. C'est moi ce qui ressort avec ma pratique, et puis c'est une moyenne à peu près qui ressort sur l'ensemble des randonneurs. Ça varie énormément en fonction des régions, évidemment, puisqu'il y a des régions où il y a beaucoup de rivières, beaucoup de petits étangs, et dans lesquels on peut se rapprovisionner à profusion, et donc ça permet de randonner en emportant de plus petites quantités d'eau, et puis sans trop se casser la tête, parce qu'on sait que sur une demi-journée de marche, on va croiser tant de points d'eau, même si on ne les planifie pas. Et puis voilà, ça peut changer complètement dans des régions où, en particulier en période estivale aussi, où beaucoup de points d'eau sont à sec, et dans des régions où il y a peu d'eau, il va falloir vraiment planifier longtemps à l'avance pour éviter des mésaventures et de se retrouver une demi-journée, voire plus, sans eau. Donc voilà, ça peut vraiment changer du tout au tout en fonction des régions, donc il faut bien que vous gardiez ça à l'esprit aussi lorsque vous allez planifier vos randos, si c'est en période estivale, et dans quelle région. Ça peut changer complètement en fait le modèle théorique que je vais vous décrire là. Ensuite, notre petit élément aussi que je dois mentionner, c'est que là je vais vous décrire l'organisation type sur une journée. Il faut bien aussi avoir à l'esprit que ce que je vais vous décrire au matin ne s'applique pas forcément parce qu'en fait c'est conditionné par la veille. C'est-à-dire que ça s'applique le premier jour de rando quand vous démarrez, mais à partir du moment où vous êtes sur votre deuxième jour de rando, ce que vous allez faire le matin est conditionné par l'eau qui vous reste de la veille et de à quelle heure vous avez passé le dernier point d'eau de la journée, etc. Donc ce que je vous décris au matin, c'est susceptible de varier aussi. Voilà.
Ceci étant dit, alors modèle type, le matin on se réveille, on prend le petit déj, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'itinéraire de la journée sur sa carte IGN et on regarde tous les points d'eau potentiels de ravitaillement pour la journée, ce qui nous permet déjà d'avoir une idée sur la journée de la fréquence des ravitaillements possibles et donc de savoir s'il va falloir se charger beaucoup en eau pour 4 heures de marche ou toute la journée, ou si on va pouvoir se ravitailler au fur et à mesure en buvant une tasse par-ci, une tasse par-là. Donc ça c'est une première chose, et puis on va vérifier, première chose, donc une fois qu'on a une idée des ravitaillements de la journée, ensuite on va regarder le premier point de ravitaillement de la journée, et donc on ne fait pas en fait en fonction de l'eau qui nous reste de la veille. Si vous reste 2 litres d'eau, c'est pas parce qu'il vous reste 2 litres que vous allez dire ok, avec 2 litres je peux tenir jusqu'à midi, donc je vais chercher un point d'eau pour midi. Non, c'est vous cherchez le point d'eau, le premier que vous allez croiser. Vous regardez combien de temps il vous faut pour l'atteindre. Vous prenez, règle très importante, toujours un point d'eau de secours. C'est-à-dire que quand vous planifiez un point d'eau, vous vérifiez où se trouve le suivant, à quelle distance. Et puis vous vérifiez, soit si vous êtes expérimenté en lecture de carte, avec une lecture des courbes de niveau, etc., vous essayez de vous assurer que le point d'eau soit fiable, ou bien à l'aide des images à satellite. Et à partir de ça, une fois que vous avez vos 2 points d'eau, vous allez calculer la quantité d'eau que vous emportez, que vous gardez. C'est-à-dire que s'il vous reste 2 litres d'eau de la veille, ce qui en principe n'arrive pas, mais bon, admettons, il vous reste 2 litres d'eau de la veille, vous n'allez pas randonner avec 2 litres d'eau si vous croisez un fleuve ou une rivière dans 1 heure de marche. À ce moment-là, vous allez vider les 2 litres et vous allez garder 2 tasses de façon à randonner le plus léger possible. Et donc là, voilà, au-delà de... On a vu le premier avantage, la liberté que ça donne dans le choix de l'itinéraire, et ben maintenant on a le second directement, qui est d'alléger son sac au maximum du fait de cette possibilité de se ravitailler tout au long de l'itinéraire. Et donc, c'est la fréquence des points d'eau sur notre itinéraire qui va nous permettre en fait d'ajuster au minimum la quantité d'eau qu'on emporte dans son sac et donc de randonner le plus léger possible en se fatiguant le moins possible. Donc ensuite, vous attaquez votre journée de marche et puis vous arrivez à votre premier point d'eau avec l'eau que vous aviez gardée de la veille. Vous faites le plein d'eau et puis vous continuez la journée de marche. Et en général, sur les coups de midi, enfin milieu de journée disons, parce que après des fois midi on peut manger à 13 ou 14 heures en fonction si on est plutôt du matin ou du genre à marcher tard le soir, ça dépend des profils de marcheurs. Mais en milieu de journée, on commence à jeter un coup d'œil sur la carte pour repérer les points d'eau pour le soir. C'est-à-dire pareil encore, une fois en fonction de la région. Si vous êtes dans une région où vous croisez 3 points d'eau par heure, ça ne va pas être nécessaire de regarder à midi. Globalement, en général, entre midi et 14 heures, c'est bien d'avoir, sans forcément déterminer avec précision, mais c'est bien d'avoir une idée générale et de savoir que, ok, de s'assurer qu'on va bien passer des points d'eau dans l'après-midi. Et donc voilà, entre midi et 14 heures, on commence à jeter un coup d'œil un peu plus précis pour s'assurer qu'on va bien croiser des points d'eau dans l'après-midi ou fin d'après-midi. Et puis 15-16 heures, c'est là où ça y est, on commence à planifier de façon précise. Ok, 15-16 heures, on sait combien d'heures de marche il nous reste à marcher, combien de kilomètres on va parcourir, et donc on peut commencer à cibler un point d'eau de façon précise et puis en planifier un second de secours. Et donc c'est pour ça aussi l'intérêt de le faire suffisamment tôt, c'est que lorsqu'on planifie ce point d'eau de secours, en fait on peut tenir compte aussi de la durée de marche, du nombre d'heures de marche, et ne pas se retrouver en fait à calculer un point d'eau sur lequel on arrive à 20 heures et puis en fait il faut remarcher encore 3 heures pour atteindre le second point d'eau de secours parce que le premier est à sec ou pour X raisons. En regardant suffisamment en avance, ça fait que si le premier est à sec, on est toujours un peu dans les clous pour finir sa journée à peu près normalement, si on a encore pas mal de marches jusqu'au suivant. Donc planifier ces 2 points d'eau, ça permet aussi de prendre en compte l'éventualité de la distance qui sépare ces 2 points d'eau. Et donc en fin de compte, vous arrivez sur votre dernier point d'eau de la journée, et donc ce dernier point d'eau aussi, on essaye de le calculer au plus proche du point de bivouac, de façon à transporter, parce que c'est sur ce dernier point d'eau qu'on va se charger le plus, pour se doucher le soir, faire la popote, s'hydrater abondamment, si on a beaucoup transpiré, si c'est la canicule qu'on a beaucoup transpiré la journée,
faire éventuellement la vaisselle et puis refaire le thé ou le café le lendemain matin et qu'il nous reste de l'eau pour repartir le lendemain matin jusqu'au prochain point d'eau. Donc c'est sur ce dernier point d'eau qu'on va se charger le plus. Et donc en général on va éviter de remarcher 3 heures derrière ce dernier point d'eau. Et on va essayer d'avoir, voilà, une fois qu'on passe le point d'eau, marcher une demi-heure, 1 heure. Après ça dépend un peu si vous avez les épaules solides ou pas. Si vous êtes en mode warrior ou en mode tranquille à la douce. Mais voilà, en règle générale on essaie quand même de pas trop marcher derrière. Et puis voilà, c'est là qu'on va pouvoir apprécier ce dernier avantage du filtre à eau et de s'approvisionner dans la nature, c'est le confort que ça procure, parfois même de pouvoir bivouaquer assez proche du point d'eau et de ne pas avoir besoin de remarcher pendant une demi-heure, mais simplement, voilà, si on a un ruisseau ou une rivière qui coule dans un vallon, simplement regrimper un petit peu sur la crête pour profiter de la vue ou s'isoler un petit peu. Et puis finalement voilà, ne marcher que 5 ou 10 minutes pour s'éloigner du point d'eau et avoir l'eau quasiment à disposition et même pouvoir venir se réapprovisionner dans la soirée ou le matin au besoin. Et donc voilà, dernier avantage, le confort, quand on arrive à réduire la distance avec le dernier point de ravitaillement, entre le dernier point de ravitaillement et le point de bivouac, on peut vraiment soit se réapprovisionner au fur et à mesure de nos besoins, ou soit emporter une très grosse quantité, et donc se doucher abondamment. Donc quand on a les bassines de douche, moi très souvent ça m'arrive de remplir quasiment, j'ai la bassine de 5 litres, je la remplis pas à ras-bord, mais je la remplis très très largement. Je me mouille avec 2-3 tasses. Je me savonne abondamment, j'ai pas peur de me savonner parce que je sais que je vais pouvoir tout rincer. Et puis j'ai le reste de la bassine entière pour me rincer et je peux vraiment me doucher de façon abondante. Donc ça c'est vraiment un grand plaisir qui fait du bien quand il fait chaud en été. Et puis il me reste, voilà, je peux faire une soupe de façon à ce que ça me réhydrate bien aussi. Il me reste suffisamment d'eau pour le café le matin, etc. Donc ça c'est vraiment un grand plaisir et un grand confort en bivouac de pouvoir faire ça. Et donc voilà, c'est là à ce point là où ensuite du coup ça va conditionner combien d'eau il vous reste le lendemain aussi, et donc déterminer combien vous allez devoir porter le lendemain. Donc parfois ça peut même être intéressant de regarder sur le dernier point d'eau de la journée, d'avoir une idée de la distance jusqu'au point d'eau suivant, et en sachant que vous allez bivouaquer entre les deux. Mais si vous avez une idée de la distance, du nombre de kilomètres qui vous sépare du point d'eau suivant, vous avez une idée du temps maximum qu'il va vous falloir pour retrouver de l'eau le lendemain, et ça vous permet de calculer aussi combien d'eau vous allez emporter à partir de ce dernier point d'eau, si vous êtes dans l'état d'esprit de toujours pas rechercher le confort d'avoir beaucoup d'eau, mais de randonner le plus léger possible. Et donc à ce moment-là, voilà, vous pouvez évaluer la distance du dernier point d'eau de votre journée jusqu'au suivant le lendemain, et puis pareil, si vous êtes physiologiquement très bien réglé et que vous savez exactement de combien vous avez besoin d'eau pour dormir, vous réhydrater et repartir bien frais le lendemain, vous pouvez emmener juste le nombre de tasses nécessaires. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Alors pour qu'elle soit complète, encore un mot sur les filtres à eau à proprement parler. Il y a quelques petites choses à savoir, et puis voilà, pour l'organisation avec les filtres à eau, il ne suffit pas d'avoir un filtre à eau en fibre creuse, il y a une petite organisation pour ne pas être embêté sur le terrain. Et si il est facile à la montagne de mettre une poche à eau avec un goulot sous une rivière, parce qu'il y a du relief, il y a des rochers, etc. Et donc il y a un dévers qui permet de remplir sa poche à eau presque en simulant qu'on la remplissait à un robinet. Pour tous ceux qui font de la rando campagne, c'est pas le cas. C'est très rarement le cas. Et donc, il y a quelques adaptations et il va falloir prévoir les accessoires qui vont avec pour se faciliter la tâche sur le terrain. Parce que si vous arrivez dans une rivière qui n'a pas de débit, votre poche à eau, sans citer de marque, mais enfin voilà, une poche à eau standard avec un goulot, elle ne va pas se remplir toute seule. Et donc, il va vous falloir en général soit une tasse, alors ça peut être en fonction, si vous êtes plus dans l'ultralight ou quoi, il y en a qui utilisent une bouteille coupée, vous pouvez utiliser votre tasse que vous prenez pour le café. Voilà, un récipient un peu rigide qui va vous permettre de prendre l'eau pour remplir cette poche plastique à eau que vous allez visser sur votre filtre à eau. L'une des méthodes que j'utilise, c'est d'utiliser une poche Sawyer que je coupe sur le fond.
Et comme ça, je l'ouvre et je peux la remplir de cette façon-là. Et ensuite, je la roule comme un roll-top pour faire de la pression et la pousser au travers du filtre. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et puis donc ensuite, il vous faut une poche à la sortie du filtre. Et personnellement, je visse le filtre directement sur mon dromedary bag, donc ma vache à eau de 4 litres. Et j'utilise uniquement une poche voilà, pour collecter l'eau que je passe au travers du filtre, et puis je mets l'eau filtrée directement dans le dromedary bag. Donc c'est la méthode que j'utilise maintenant. C'est une méthode que je recommande si elle vous convient. C'est pas la méthode qui est employée dans l'ultralight, parce que ça fait déjà trop d'accessoires pour un gars qui fait de l'ultralight, et puis les dromedary bags sont indestructibles, mais ils sont aussi extrêmement lourds. Donc après, je vous renvoie vers d'autres collègues youtubeurs qui sont plus spécialisés dans l'ultralight pour voir un peu quelles solutions ils préconisent. Il y en a plein, que ce soit les filtres Katadyn Be-Free, les gourdes Oco, etc. Là, c'est le genre de vidéo que vous trouverez en masse. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Éventuellement un petit détail technique que j'aime bien rappeler toujours. Si vous partez sur la pratique hivernale, les filtres en fibre creuse ne sont pas faits pour l'hiver. Si vous randonnez en hiver par température négative, avec un filtre en fibre creuse, il va falloir prendre garde qu'il ne gèle pas, et donc le garder sur vous dans la poche de votre veste pendant la journée si il fait des températures fortement négatives, et puis dans votre sac de couchage pendant la nuit, parce que s'il vient à geler, en gelant, l'eau va casser les fibres, et puis vous n'avez pas de garantie que le filtre correctement encore, et vous n'avez aucun moyen de savoir que le filtre ne filtre plus correctement, et donc vous pouvez passer des années ensuite à filtrer votre eau en pensant boire de l'eau filtrée alors qu'en réalité elle ne l'est pas. Donc ça, voilà, c'est un point important à mentionner pour ceux qui aspirent, voilà, à vraiment étendre leur pratique de baroudeur sur de la pratique hivernale. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis je vous dis à une prochaine. Il y aura une autre vidéo, celle-ci c'est la vidéo d'introduction d'une série sur la gestion de l'eau, donc il y en aura d'autres sur le sujet, et notamment une vidéo que je ferai probablement en trail, où je vais passer par plein de points d'eau que je connais dans ma région, de façon à faire une vidéo d'une demi-heure ou d'une heure, et vous permettre, pour les débutants qui n'ont pas l'habitude, vous permettre de voir un très grand nombre de points d'eau auxquels moi je me ravitaille ou pas, et puis de faire vous partager mon commentaire sur le point d'eau, de façon à vous permettre d'acquérir un maximum d'expérience avant de faire vos premiers randos itinérantes, et puis voilà, sans vous faire gagner du temps, tout simplement. Et puis il y aura, voilà, je pense, d'autres vidéos sur la gestion de l'eau à l'avenir. Voilà, en attendant, portez-vous bien, faites de super bivouacs, de super randos, et puis à la prochaine. Ciao.